Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Cherté des denrées de première nécessité au Bénin, le sujet au menu de votre émission du jour. Elles en sont toujours, dit-on, à broyer le noir. Et oui, les populations dans leur ensemble. Les prix sont toujours à la hausse, les plaintes de plus en plus persistantes et le bout du tunnel toujours pas en vue, en dépit d'un certain nombre de dispositions déjà prises par l'État central. Une épreuve dans la durée ou possible retournement de situation à court terme. La grosse interrogation au cœur de ce numéro de votre émission 100% Bénin et le débat, c'est tout de suite et maintenant autour du thème flamber des prix des produits de première nécessité. Quelle issue possible? Pour en débattre avec nous, l'une des porte-voix, pas des moindres, de l'association des consommateurs, Robina Kombessi, c'est son nom, il est le président de l'ONG La Voix des consommateurs. Robina Kombessi, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est un honneur. En notre compagnie, d'autres voix, pas de moindre, pour apprécier avec nous ce vent qui souffle sur le Bénin, pas que le Bénin. Le cas spécifique du Bénin retient notre attention. Michel Boko, c'est de lui qu'il est question, n'est plus à présenter, géographe. Il est professeur des universités CAMES à la retraite. L'homme a beaucoup apporté durant son parcours et continue de le faire. Il a accepté être des nôtres ce matin. Michel Boko, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. À côté, nous avons M. Ano-Éric Aguenounon, écrivain essayiste. Il est analyste des questions sociopolitiques. Monsieur Ano-Éric Aguenounon, bonjour à vous. Oui, bonjour Joël et merci de m'avoir invité. Le plaisir est à nous. Et sans plus tarder, les cris d'alerte, ils viennent de partout. Manger serait pratiquement devenu au Bénin un luxe pour les Béninois. En fait, est-ce qu'on en fait dans l'exagération? Nous allons nous retourner plutôt vers le président de l'association des consommateurs, porte-voix de ces consommateurs. Quand ces messages reviennent de façon récurrente ces jours-ci, à quoi ça rime? Dit que manger est devenu un luxe au Bénin. Merci déjà pour vous préoccuper de cette question qui taraude tous les esprits. Qu'on soit de revenus faibles ou de revenus modestes ou même élevés, on est préoccupé. Sérieusement? On est préoccupé. Je vous donne un exemple basique. Peut-être celui qui a un salaire de 200 000 francs CFA par mois, s'il avait coutume de donner 100 000 francs pour la popote, aujourd'hui, les prix de toutes les denrées pratiquement sont passés au double. Et donc, ça veut dire que cette responsabilité de nourrir la famille lui incombe désormais de décharger tout le salaire rien que pour la popote. C'est ça. Et lorsque vous faites l'alchimie comme ça, l'équation comme ça posée, vous vous demandez alors, et ceux qui vivent au jour le jour, qui n'ont pas un revenu systématique et qui, ça on le disait depuis, n'avaient pas la possibilité d'avoir 2 repas par jour, quel est leur sort actuellement? D'après les informations que nous avons de certaines régions de notre pays, les zones de pauvreté, d'extrême pauvreté, par exemple, manger, c'est devenu un luxe. Le seul repas, ça se discute dans la tête et ça se discute dans le plat. Donc ceux qui tiennent ces propos similants, la nourriture a du luxe au Bénin, ne font pas dans l'exagération? Non, à l'heure actuelle, c'est grave. C'est grave. Nous allons revenir vers vous, mais en attendant, nous allons retourner vers le professeur. Oui, monsieur Michel Boko. De ces alertes, est-ce qu'ils vous parviennent, vous aussi? Bien sûr que oui. Vous savez, comme l'a dit monsieur Akombessi, lorsque vous avez des revenus fixes et que vos dépenses augmentent, et je dirais exagérément, alors que vous n'y êtes pas du tout préparé, mais cela, ça crée quand même des gènes. Ça, c'est évident. C'est dans tous les pays du monde et dans toutes les économies du monde. Lorsque une ligne de dépenses augmente alors que les recettes stagnent, évidemment, ça crée un déséquilibre et cela peut entraîner beaucoup d'autres perturbations sur le plan social.
Alors, dans le cas d'espèce, lorsqu'on évoque le repas quotidien au niveau d'un certain nombre de couches, est-ce que le constat est si alarmant? Je crois que le constat est alarmant quand je prends les informations que je reçois de mes parents qui sont au village, qui malheureusement, pour la circonstance, ont été inondés, puisqu'ils sont sur le cordon littoral, les champs maraîchers ont été inondés, et donc ils sont réduits à la portion congrue, si en même temps ça augmente, et même le seul repas unique là, qu'ils vont essayer de prendre en décalé vers 15h, 16h pour pouvoir passer une nuit sans trop d'insomnie, ce repas-là devient de plus en plus chétif. Et ça, j'ai des rumeurs qui me parviennent de mes parents du village et ce n'est pas du tout agréable. Ce n'est pas agréable. Nous allons avoir la réaction de M. Éric Aguenon, qui aussi fait partie ou accompagne une masse importante de population. M. Éric Aguenon, dans certaines postures, vous êtes de ceux qui sont aux côtés des couches les plus défavorisées. L'alerte qui circule est-elle une alerte à prendre au sérieux? L'alerte est une alerte très sérieuse parce que nous avons la baisse drastique du pouvoir d'achat des populations, mais pendant ce temps, nous avons la hausse des prix des produits de première nécessité. Et cela est clair, c'est comme ça sur le terrain. Beaucoup de personnes nous interpellent, ne serait-ce que pour demander 500 francs, 1000 francs pour manger, pour vivre au quotidien. Mais le problème est à deux niveaux à mon sens. Premièrement, les réformes qui sont en place dans le pays sont des réformes qui sont appelées à assainir l'économie au plan macro. Mais vous savez, toute réforme donne toujours un coût et au secteur social. Et quand on parle du secteur social, on parle du pouvoir d'achat. Quand on prend par exemple le port, si autrefois le port était ouvert à tout le monde et tout le monde peut aller et peut gagner 1000 francs, 2000 francs ou 3000 par jour, si aujourd'hui le port est assaini et personne ne peut entrer, tous ceux-là, je ne sais pas ce qu'ils feront. De la même manière, quand par exemple on casse des personnes qui vendaient sur les trottoirs et toutes les personnes n'ont pas pu être recasées, ou pour aujourd'hui être recasées, il faut avoir déjà un montant pour acheter sa place. Tout ça, ça crée un blocage sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat diminue. On peut prendre une litanie de réformes et on peut voir que chaque réforme appelle toujours une difficulté, une souffrance du pouvoir d'achat. Mais en même temps, quand on n'a pas une politique de production de produits vivriers et que, et notre politique est essentiellement une politique de produits de rente, ce problème peut se poser. Ok. On va, vous avez jeté un peu les bases de ce qui pourrait motiver la situation que vit le Bénin. Il y a eu beaucoup d'éléments avancés, mais on fait comment pour s'en sortir? C'est la grosse interrogation actuellement. Où on risque de traîner cette situation dans la durée. On va ensemble essayer d'apprécier, voir les éléments de réponse qu'on pourrait apporter. Mais parlant d'éléments de réponse, l'autorité au plus haut niveau a pris déjà un certain nombre de mesures. La plus forte reste l'interdiction, dit-on, de sortie des produits vivriers comme ça se faisait de par le passé. Dites, M. Robina Krombessi, quel est l'impact de cette mesure à l'heure où nous en parlons? Cette mesure, a priori, elle devrait être saluée. Pourquoi vous ajoutez a priori? Oui, a priori parce que je n'en connais vraiment pas
les motifs. Je ne sais pas comment cela a été pensé. Parce que... Non. On parle de sujet sérieux, je ne vous interromps pas. Oui. Le motif, l'autorité l'a expliqué, c'est pour pouvoir avoir de la matière disponible, donc de la disponibilité des produits concernés. Et s'il y en a en abondance, cela aura un impact certain sur le coût de vente des produits. Et donc, les populations pourront se servir, peut-être pas comme hier, mais à un prix raisonnable. Vous savez, ça me fait penser à l'anecdote de Jésus qui avait faim et qui est rentré dans un champ et qui s'est mis à consommer les épis de blé et qui a rappelé que la même chose s'est passée avec un autre prophète qui est entré dans le grenier du pharaon ou qui était offert à Dieu et qu'ils ont consommé. Vous savez, la chose aurait été aussi simple que ça, que je crois que le problème serait résolu systématiquement. Et c'est pour cela que je dis, je ne sais pas comment cela a été pensé. Pour moi, en principe, on sait ce qui est en train de poser problème. Ce qui est en train de poser problème, c'est que les producteurs, les paysans, ont mis des produits, des denrées, des céréales et autres à disposition des commerçants ou sous-traitants, plusieurs intermédiaires, qui, eux, ramènent ces produits sur le marché et les vendent aux consommateurs ou bien à d'autres marchés en dehors du pays. Alors, si ceux-là, ils ont trouvé que c'est plus intéressant pour eux désormais, au lieu de vendre directement au pays, sur les marchés locaux, d'aller vendre sur les marchés sous-régionaux, vous comprenez qu'ils ont déjà, sur la base d'un certain nombre de calculs, fait des investissements. Et si ces investissements sont faits, pensez-vous que parce qu'ils n'ont pas pu sortir les produits désormais du pays, qu'ils vont les revendre à un coût plus bas que ceux auxquels ils avaient fait, sur lesquels ils ont fait des spéculations? Non, ça ne se passe pas automatiquement comme ça. Et c'est pour cela, les produits à raisonner, par exemple, a priori, moi je me disais, si c'était à raisonner et qu'il y avait eu un mécanisme qui permet d'échanger avec ces vendeurs pour que l'État récupère à un coût discuté, que l'État pourrait prendre, subventionner et remettre sur le marché sous une autre forme, à l'État de trouver les mécanismes pour que les consommateurs y aient accès désormais à un tarif acceptable. Parce que le véritable problème, c'est l'accessibilité des produits par le coût. Si les produits ne sont pas accessibles par le coût, quels que soient les arraisonnements qu'on fera, je crains qu'on ne puisse pas régler le problème si c'est toujours dans les mains des commerçants qui désormais savent qu'on a raison et qu'ils ne peuvent plus sortir, mais ils peuvent appliquer la politique de la thésaurisation, une autre forme de spéculation où on garde les produits, on se dit, laissons le temps, on va rentrer encore dans une période plus critique bientôt, c'est-à-dire les paysans, ils sont en train de consommer aujourd'hui leurs semences parce qu'ils n'ont pas la possibilité de venir sur le même marché que les consommateurs qui ont les ressources, qui ont le pouvoir d'achat. Donc, ils sont obligés de consommer ce qu'ils ont comme semences réservées pour les prochaines cultures. Et dès qu'ils vont se retrouver dans la situation où ces semences seront épuisées, l'équation devient insécable. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus planter désormais, ils risquent de revenir payer des semences beaucoup plus chères, 2 fois plus chères. Et s'ils doivent payer 2 fois plus cher, ils reviendront peut-être vers ces commerçants qui détiennent les produits aujourd'hui, qui ne les ont pas vendus, qui les ont stockés, qui vont les vendre à leur prix. C'est à prendre ou à laisser. Et quand ils vont produire aussi, eux aussi, ils vont implémenter les mêmes coûts de revient que finalement le consommateur aura. On s'en analyse pour la phase opérationnelle qu'on observe actuellement. Oui. Et par votre position, quel est l'impact déjà que vous observez sur le terrain? Non, nous ne voyons aucun impact visible encore pour l'instant. Aucun impact encore n'est visible pour l'instant. C'est une décision qui est a priori saluée, mais on attend toujours de voir réellement comment est-ce que ça va permettre de faire baisser les coûts. On n'a pas encore vu le mécanisme implémenté. Il y a certainement un comité mis sur pied pour pouvoir ad hoc, pour pouvoir analyser et faire des recommandations au gouvernement. On attend toujours de voir comment ça va être fait. Professeur Michel Boka, une mesure, oui, que beaucoup n'ont pas manqué de saluer, mais de l'observation qui est la vôtre, qu'est-ce que vous en retenez?
Et que faudra-t-il faire au besoin? Je crois qu'au début de cette affaire, j'avais fait 3 hypothèses. Soit la demande est supérieure à l'offre, donc en termes économiques, c'est normal que le prix augmente. Soit il y a un stockage en attendant que les prix augmentent, c'est ce que M. Robin vient d'évoquer. Parce qu'on a connu ça en 1976, lorsqu'on appelait le maïs, c'était devenu la nivaquine, c'est-à-dire un nom de code pour en trouver. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on ait de l'amnésie à tout prix. Ce n'est pas des situations inédites, ça a été déjà connu. Mais encore qu'en 1976, c'était suite à une sécheresse climatique assez catastrophique dans toute l'Afrique de l'Ouest. Troisième hypothèse, et M. Robin l'a dit aussi, si dans les marchés environnants autour du Bénin, les prix sont plus élevés, les gens iront vendre là-bas. Si aujourd'hui, les pays voisins ferment la frontière aussi de leurs produits en direction du Bénin, la situation sera intenable. Quand vous allez sur le marché du Bénin, mais plus de 80% des produits manufacturés que nous consommons viennent d'autres pays, notamment du Nigeria à côté. Il ne faut pas qu'on oublie. À un moment de l'année, à certaines périodes de l'année, tous les condiments que nous consommons ici viennent soit du Niger, soit du Nigeria. Il ne faut pas qu'on oublie. Donc, je pense, moi, personnellement, que cette mesure, c'est une fuite en avant. Et comme l'a dit M. Robin, je ne suis pas sûr que cela produise les effets attendus. Il y a probablement d'autres méthodes pour faire face à une telle pénurie pour que ça ne recommence pas dans l'avenir. Pour que ça ne recommence pas dans l'avenir. Nous allons écouter M. Eric Aguenon avant de repenser à ces mesures probables qu'on pourrait expérimenter et espérer avoir les résultats. M. Eric Aguenon. Oui, je pense que la politique des magasins témoins est une politique de consommation communautaire pourrait aider les communautés. Monsieur Robin Akombessi, oui, c'est quelle voie de salut finalement? On pourra y aller graduellement, mais alors, face à la nouvelle mesure qui est déjà en vigueur, vous, de par votre position, quel a été votre accompagnement? Une autorité est très à l'écoute. Comment vous accompagnez ces mesures-là? Bon, quand vous parlez d'y aller graduellement, je me dis si c'est parlant de la démarche, je crois que l'intervention dont nous avons besoin ici, c'est une intervention d'urgence. Une intervention d'urgence. D'urgence. Je n'avais pas cité les cas du nombre de sollicitations que nous recevons. Toute une famille qui ne trouve pas à manger et qui reste comme ça toute la journée jusqu'au soir. Et surtout, cela concerne des enfants. Et c'est une situation qui est sûre. Ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de couvrir. On n'est pas en train de mettre le soleil dans un seau ou dans une bassine. Vous dites toute une famille. Il y en a qui vont au lit sans manger actuellement. C'est sérieux ce qui se passe. Et les autorités sont informées? Bon, les autorités de ce pays, c'est des Béninois. Et donc, elles ont des parents un peu partout. Elles savent ce qui se passe. Elles passent à des endroits. Maintenant, je dis y aller votre position et le travail que vous faites et pour ces retours qui vous parviennent, vous arrivez à faire un retour, surtout à l'autorité concernée, pour qu'on puisse aider ces familles-là. Vous savez, moi, je voudrais bien qu'on fasse ces retours, mais honnêtement, à l'heure actuelle, nous ne faisons plus de retours. Pourquoi? Oui, nous ne faisons plus de retours simplement parce que, vous savez, nous sommes face à un ministère du Commerce, par exemple, qui est le ministère du tutelle de protection de des consommateurs, mais qui n'a pas du tout une oreille d'écoute pour ce que nous faisons. Sérieusement? Pas du tout. Et la situation est tellement criarde que c'est sur le point de créer une crise.
entre le ministère et les organisations de consommateurs, en tout cas avec la voix des consommateurs. Il y a tellement de situations que nous n'allons pas évoquer tout de suite, mais d'ici à là, nous allons les évoquer pour que les chefs de l'État se rendent compte de la gravité de ce qui se passe dans les administrations. Et je puis dire que c'est des gens qui ne nous écoutent pas. Donc, vous vous demandez, quand vous écrivez tout le temps, c'est quand même de l'énergie que vous prenez, c'est du personnel, c'est des ressources matérielles et financières que vous déployez pour faire tout ça. Et on ne répond pas, on ne prend pas ça au sérieux. Est-ce que vous faites vraiment bien lorsque, parce que l'autorité concernée ne vous écoute pas, des alertes de cette envergure-là vous parviennent et vous ne faites pas le retour? Est-ce que quelque part, ça ne pose pas aussi un autre problème? Vous n'avez pas forcément les moyens d'assister, mais les gens ont besoin d'assistance. Oui, vous savez, non. En réalité, nous n'avons pas les moyens tout de suite d'assister. Par contre, ça fait partie de nos prérogatives d'assister et donc de trouver les moyens pour pouvoir assister. Et nous nous sommes dit, est-ce que ce n'est pas mieux de nous concentrer sur la recherche des partenaires qui vont pouvoir assister les populations? Parce que maintenant, nous avons dépassé l'étape du double fardeau nutritionnel. La malnutrition est là, la sous-nutrition est là, mais dans le même temps, nous sommes en train de vivre maintenant l'insécurité alimentaire. Et donc, pour nous aujourd'hui, nous faisons un appel à l'aide internationale pour que les couches défavorisées, les plus fragiles, les vulnérables, puissent être assistées par les Béninois de la diaspora et par des organisations internationales qui peuvent pouvoir, en matière de vivre, ces poches de pauvreté au Bénin. Parce que, oui, c'est la réalité. Non, le Bénin est à cette étape-là, ce que vous décrivez. Je parle des poches, alimentaire, le mot est bien fort. Oui, je parle des poches de pauvreté et d'extrême pauvreté. Il y a certains qui arrivent peut-être à s'en sortir et ceux-là vous diront, comme ils ont coutume, qu'il faut travailler pour gagner sa vie. Mais j'ai l'habitude de leur dire, c'est vrai, il faut travailler pour gagner sa vie. Mais rappelez-vous que quand on était sur les bancs, on n'était pas intelligent de la même façon. Et donc, il y en a aujourd'hui qui n'ont peut-être pas les ressources, mais qui étaient plus intelligents, plus performants que vous à l'école. Et c'est la vie qui est ainsi faite. Ce n'est pas que tout le monde doit avoir forcément l'intelligence financière. Tout le monde ne peut pas répondre à la vie de la même façon. C'est impossible. Certains seront intelligents peut-être sur le plan académique ou plus performants, mais d'autres dans la vie pratique seront plus aptes. Alors, je vais vous demander, avec le schéma que vous décrivez, la solidarité agissante propre aux Béninois, mise en branle, ne pourra-t-elle pas apporter de fruits? Oui, cette solidarité est maintenant interpellée. Elle va apporter des fruits, ça je suis persuadé. Et c'est pour cela que j'ai commencé déjà par faire cet appel, puisque c'est l'occasion, votre chaîne étant beaucoup plus orientée vers l'international, pour que les gens puissent commencer par recueillir ou accueillir notre message d'appel à l'aide, pour que de l'international ça commence et que les Béninois, même à l'intérieur, commencent par se dire, si de l'international ça vient, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons l'obligation morale ou éthique de pouvoir accompagner nos populations en détresse. Parce que dans toutes les familles, c'est connu. Aujourd'hui, on vous appelle, vous ne décrochez pas. On vous envoie des textos, vous ne répondez pas. Parce que les appels à l'aide sont tellement nombreux que vous ne savez plus à qui il faut répondre, qui il faut aider. Alors, M. Robin, avant de me retourner vers le professeur pour la question de sécurité alimentaire, à l'étape où on en est, vous recevez des appels. Bon, si on vous suit, oui. C'est à croire qu'il y a tellement d'appels à l'aide pour de petits accompagnements que systématiquement, quand on voit les appels, on se dit pourquoi décrocher, c'est cela? Oui, en fait, vous savez déjà pourquoi, puisque c'est les mêmes personnes que vous aviez aidées il y a quelques jours ou même la veille qui reviennent et vous savez que c'est pour ça. Soit des messages qui viennent et vous savez déjà que c'est ça. Monsieur Michel Boka, vous avez suivi, j'imagine, très attentivement Monsieur Robin à Crombessi, mais est-ce qu'on peut dire qu'à l'étape actuelle, il y a déjà insécurité alimentaire ou on tend vers l'insécurité alimentaire? Et M. Robin, il a donné des pistes de réflexion. Mais je crois qu'il a fait appel à la solidarité. Il y a l'insécurité alimentaire et l'insécurité alimentaire sera grandissante dans les décennies à venir. Tout le laisse présager. Je me souviens en 1988-89, j'étais allé voir un ministre du développement rural, actuellement colonel,
Et j'étais avec mon ami Ganta, on lui a dit, voici ce qui va se passer dans les décennies à venir. Nous étions en 1988. Nous avons dit, voici, avec le changement climatique, ce qui va se passer dans les décennies à venir si nous ne changeons pas de politique agricole. Évidemment, lui n'était pas, de toute façon, il n'est pas agronome non plus, mais il est entouré de cadres spécialistes d'agronomie. Bon, il nous a parlé très poliment, avec beaucoup de courtoisie, et puis on est sorti, et puis les affaires sont restées en l'état. Si nous ne changeons pas de politique agricole, l'insécurité alimentaire deviendra grandissante et la situation sera ingérable parce que la solidarité nationale ne pourra pas y faire face. Les données au plan international montrent que le nombre de personnes en situation de famine a déjà dépassé le demi-million en Afrique. Et c'est l'Afrique qui détient toujours le record en termes de disette alimentaire, en termes de sous-nutrition, de sous-alimentation, en termes d'occurrence de famine. Parce que les décideurs ont l'impression que quand on parle de ces choses-là, c'est parce qu'on n'a rien d'autre à dire ou rien d'autre à faire. Et puis, de toute façon, c'est plus commode de rester en l'état, de suivre la même politique. Alors oui, professeur Michel Boka, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Dites-vous qu'il nous faudra désormais des solutions à longue durée de portée. Et de quoi s'agit-il réellement? Il s'agit de repenser la politique agricole du Bénin. On ne peut pas donner la priorité aux cultures de vente, aux cultures de rente, comme l'a dit monsieur l'écrivain essayiste. On ne peut pas donner la priorité aux cultures de rente. Ça ne peut pas développer le pays. Si vous prenez l'exemple des pays tels que l'Argentine, qui inondent le monde entier avec du soja, mais le taux de pauvreté est extrêmement élevé. Parce que ces cultures de rente, le prix des cultures de rente dépend des marchés de consommation et non pas des besoins des producteurs. On a besoin de manger d'abord. Si on ne mange pas, et il aura toujours problème. La faim n'a jamais été un indicateur de développement. La sous-nutrition, la sous-alimentation, ce ne sont pas des indicateurs de développement. Donc, on ne peut pas tout axer sur les cultures de rente sans avoir une politique spécifique de création de stocks de produits alimentaires, de gestion des prix des denrées alimentaires, de contrôle ou de la maîtrise des denrées, du stock de denrées alimentaires. On nous dit oui, il n'a pas bien plu l'année dernière. Oui. Mais s'il n'a pas plu l'année dernière, quelles sont les dispositions qu'on a prises? Est-ce qu'on a mesuré les stocks? Est-ce qu'on a évalué les stocks de produits alimentaires après la campagne ou les campagnes de l'année dernière pour nous dire, pour les 6 mois à venir, il y aura risque de ceci ou de cela? On ne peut pas attendre que le problème se produise pour maintenant aller aux frontières empêcher les revendeurs ou les gros distributeurs de dire « Ah non, vous ne pouvez pas envoyer vos produits ici ». Mais le Burkina envoie très bien ses produits maraîchers au Bénin. Et nous les acceptons. Le Niger envoie sa production d'oignons et nous consommons. Mais de quel droit on va dire aujourd'hui, oui, les autres n'ont pas à consommer nos produits et nous empêchons. Mais eux aussi, s'ils empêchent, on fera quoi? C'est une question de politique agricole. Le Bénin n'a pas une politique agricole responsable. On croit qu'en vendant des produits de rente, on va s'enrichir et on va pouvoir acheter chez les autres. Il y a une étude en 1985 par une mission allemande qui a démontré dans la région de Banikwara. Quand vous prenez 1 hectare, celui qui fait du maïs, il gagne au minimum 30 000 francs de bénéfices, toutes dépenses faites. Mais celui qui fait du coton, il perd 4 000 francs lorsqu'il aura remboursé les intrants agricoles et les semences. Mais alors, quelle est cette économie où on va favoriser l'activité dans laquelle on perd au détriment de l'activité dans laquelle on gagne?
Moi, je crois qu'il y a un problème là. Si les conseils techniques, les cadres qui entourent les ministères en charge du commerce intérieur, en charge du développement rural, en charge de la santé et autres, n'ont pas suffisamment le courage de dire si nous voulons nous en sortir, voici le chemin à prendre. Le décideur politique s'appuie sur des informations qu'on lui donne. Il ne génère pas d'informations. On lui donne des informations, mais ce n'est pas une bonne politique, ce n'est pas être citoyen que de chercher toujours à faire plaisir. Je crois qu'il y a un grand scientifique, non, est-ce que c'était même un scientifique, je crois, c'était peut-être Einstein, qui a dit faire toujours, passer toujours la pommade dans le dos, faire toujours brosser dans le sens des poils. C'est déjà un mensonge, et ce mensonge-là, c'est l'ennemi de la vérité. Et je dirais, c'est simplement l'ennemi de la vie. Si on continue comme ça, avec le changement climatique face auquel nous ne pouvons strictement rien, nous ne pouvons rien face au changement climatique. Nous ne prenons même pas les mesures pour réduire nos productions de gaz à effet de serre, nos émissions de gaz à effet de serre, et n'avons aucun moyen technologique ou technique pour faire face au changement climatique. Nous n'avons même pas développé l'irrigation chez nous pour faire face au changement climatique. Par contre, nous pouvons revoir notre politique et mettre l'accent sur la production vivrière. La production vivrière rapporte beaucoup plus que les produits de vente. Il faudrait qu'on en soit convaincu. Lorsque vous mettez des pesticides dans les champs, ça se retrouve dans le lac Nokoué, ça se retrouve dans les cours d'eau et ça détruit les frayères, ça détruit les poissons. Ou bien ça les empoisonne et ça les rend dangereux à la consommation. Donc, déjà sur ce plan-là, il y a un problème qui se pose. C'est pourquoi j'implique aussi le ministère de la Santé publique, qui doit regarder un peu ce qu'on fait. On a signé la GIR, Gestion intégrée des ressources en eau. Mais ça implique justement qu'on contrôle cet aspect-là de nos productions agricoles. On ne le fait pas. On va continuer à nous tuer nous-mêmes à petit feu. Et après, qu'est-ce qu'on va constater? Que ceux qui ont les moyens de ne pas consommer locaux, là, de ne pas consommer nos produits locaux, bon, ils ont toujours beaucoup plus de moyens, et on va devenir un peu comme certains pays d'Afrique centrale. On va tout importer. Le poulet sera importé, le blé est déjà importé, même le maïs va être importé, le niébé va être importé, on va importer tout. Alors qu'on n'a pas de ressources minières à vendre aux autres pour pouvoir faire ces importations-là. Donc il y a un problème de politique. Je crois que la réalité est là. Parce que, comme l'a dit M. Robin, la solidarité, c'est bien, mais c'est à court terme. C'est ça. Parce que je ne peux donner que ce que j'ai. C'est sûr. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Voilà. Le professeur, on va revenir vers vous tout à l'heure pour des solutions à court terme parce qu'on en a besoin. Ce que vous avez présenté tout à l'heure, c'est l'urgence parce que le Bénin veut aller loin. Et si le Bénin veut aller loin, avez-vous semblé dire, il faut penser aussi loin. Merci pour les apports, c'est l'intérêt de l'émission. Mais M. Eric Aguenno, sans aller forcément dans le même registre, à court terme, que faudra-t-il faire? La fin n'attend pas. Et ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. On fait comment? Très rapidement. Je remercie le professeur Michel Bocor pour son intervention. À l'entendre, c'est comme si j'entendais parler mon père, père à son âme, ingénieur forestier de son état. Donc, je pense pour ma part qu'il faut travailler sur deux leviers. Lesquels? Faisons attention au capitalisme violent. Le capitalisme violent ne permet jamais le développement d'un pays. On peut avoir des chiffres au plan macroéconomique, mais ça n'aide pas le pouvoir d'achat. Vous voyez, quand je prends l'exemple de la loi sur l'embauche, où cette loi nous met les jeunes comme moi dans une situation de CDD chaque fois. Mais cela permet au pouvoir d'achat de souffrir. Et le pouvoir d'achat n'est pas existant. Donc, on donne de la force à l'employeur, à l'entreprise, mais on ne donne pas de la responsabilité du travail aux jeunes pour qu'il ait le pouvoir d'achat.
Deuxième levier, il faut qu'on donne à toutes les communes, aux 77 communes, la capacité d'avoir une politique agricole. On ne peut pas tout centraliser. La politique agricole doit être l'affaire de chaque commune, surtout des communes les plus agricoles. Et ces communes-là doivent s'organiser, aider les cultivateurs, aider les cultivatrices pour produire et faire nourrir chaque commune. Je crois que c'est vers là que nous devons aller. Et il faudrait que la centralité qui permet ou qui aide à assainir les choses, en même temps cette centralité-là dessert les communes et puis on oublie la politique agricole. La politique agricole est une politique de survie, est une politique de développement. Et nous sommes un pays agricole. Et quand on est à chaque fois sur le chemin de l'agriculture, de la rente, ça veut dire qu'on veut des chiffres, on veut de l'argent, mais en fait, on ne veut pas le développement humain. Et le développement humain, c'est à travers l'alimentation. Et quand on écoute le programme alimentaire mondial, on voit que la question alimentaire est une question centrale. Comment faire et nourrir son peuple? Comment faire et donner à manger aux Béninois lambda? Vous voyez, les élections passées, à Cotonou, on a eu le taux le plus faible. Donc, ça veut dire que les fonctionnaires qui sont là, ils ont donné leur mot, mais les villageois, les gens du Koufo ont beaucoup voté. Donc, c'est vers eux, il faut se tourner et leur donner alors à manger. Ok, le socio-politique, faire virer de l'autre côté, c'est important, c'est aussi la société. Oui, monsieur Robin Akombessi, on a parlé de la diversification agricole, mais nous parlons aussi de comment vite sortir de ce qui ressemble à une crise. Vous vous dites qu'on est déjà en insécurité alimentaire. L'urgence peut être quoi? D'abord, je remercie tous nos co-débatteurs pour les brillantes contributions. Et pour nous, c'est vraiment l'urgence. L'urgence, déjà, c'est de commencer par tout ce qui a résonné, par exemple, que l'État les récupère et qu'on ne se dise pas, bon, les autres avaient fait au NASA, magasin témoin, on ne fera pas la même chose. D'accord, on peut ne pas faire la même chose, mais il faut qu'on trouve le moyen pour que ces produits soient accessibles aux populations aux coûts habituels. Ça, c'est un. Les magasins peuvent avoir n'importe quel nom. Nous, ça ne fait pas notre préoccupation. Mais que ces produits à raisonner puissent être disponibles. Que l'État trouve un moyen de discuter avec les commerçants de ces produits-là. Parce que tout le nœud... Il faut discuter avec eux. Oui, il faut discuter avec eux. Il s'agit d'une conjoncture. Eh bien, si en parfaite intelligence, ils arrivent à trouver la formule, on pourrait ramener les produits à un coût. Si l'État accepte de subventionner. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'État ne collecte pas de taxes. L'État en collecte suffisamment. Et ça fait partie même des facteurs qui font aujourd'hui que nous avons un certain nombre de difficultés. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Vous savez, les opérateurs économiques avant, ça ne payait pas vraiment les taxes. Chacun savait dribbler avec ses stratégies. Maintenant, on les amène à contribuer au développement du pays. Oui. Ce qui est noble, très noble. Voilà. Mais le commerçant ne paye jamais le prix des taxes. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas un impôt sur les revenus. Ce n'est pas un impôt sur les bénéfices. C'est un impôt sur l'affaire qu'il fait. Donc, dans le coût de revient, le commerçant implémente toujours en sorte que le coût de revient, les taxes soient supportées. Et d'ailleurs, la TVA, vous savez, c'est le consommateur qui paye. Donc, en définitive, le problème, c'est que si on ne trouve pas une formule avec les commerçants, c'est qu'ils vont faire payer toutes les taxes aux consommateurs. Avec un pouvoir d'achat aussi non, je ne sais pas si encore on a de pouvoir d'achat au Bénin. C'est une réalité. En fait, c'est des choses, quand on le dit, ça peut être mal interprété, mais c'est la réalité qui nous demande en fait de nous asseoir et de discuter des problèmes de développement de ce pays. Et vous savez, pour la voix des consommateurs, il n'y a qu'une seule issue pour nous aujourd'hui, c'est le plaidoyer que nous avons commencé. Nous entendons étendre ce plaidoyer à l'international pour que toutes les personnes de bonne volonté qui puissent nous aider
à intervenir en urgence pour accompagner les populations en difficulté, nous puissions le faire, parce que pour nous, nous ne savons pas si l'État accepterait de sortir de l'argent frais pour racheter des produits et les faire revendre aux populations à des coûts accessibles. Nous ne savons pas si cette alchimie va marcher. Et donc, pour nous, aujourd'hui, c'est de trouver, aujourd'hui, nous-mêmes, nos propres magasins. Ça fait partie de nos missions en tant qu'organisation de consommateurs. Lorsque le produit n'est pas disponible, l'organisation de consommateurs peut les mobiliser et les mettre à disposition du consommateur. Ok, vous vous tournez vers l'État, mais vous n'attendez pas forcément l'État pour pouvoir... si l'État commencer... le fait, c'est tant mieux. Mais nous pensons beaucoup plus que les PTF et la solidarité nationale devraient intervenir pour qu'on passe cette période de conjoncture. Que l'État lui-même commence par prendre des dispositions pour anticiper avec toutes les recommandations qui ont été faites par exemple par le professeur et aussi les séistes. Merci beaucoup à vous, M. Robin. Oui, monsieur le professeur, si on doit agir en urgence, en dépit des apports très importants que vous avez eu à faire tout à l'heure, on fait comment pour que dans les tout prochains jours, on puisse sentir comme une ère d'un peu de soulagement? Écoutez, c'est bien connu, hein, nos sociétés savent que lorsque sur un chemin vous rencontrez une difficulté, vous regardez derrière vous pour voir comment vous avez fait pour arriver jusque-là. Qu'est-ce qu'on a fait en 1976? Vous retournez en 1976? La dernière crise, c'est qu'on a fait importer en un clin d'œil des tonnes et des tonnes de maïs des pays qui en produisent suffisamment, même si c'est du maïs destiné aux brasseries. Il y a des pays qui produisent suffisamment de maïs consommables par l'homme et qui les revendent parfois à perte. C'était la solution qui avait été trouvée. Donc, il y avait des magasins à Papa, au port et ailleurs, dans les communes. Bien sûr, il y a eu quelques trafics. Les gens en ont profité aussi pour faire quelques trafics. Mais vous allez avec votre papier en tant que chef de famille et puis vous avez droit à une certaine quantité. Il y en a qui multipliaient les membres de leur famille pour en acheter. C'était la solution qui avait été trouvée. C'est une solution d'urgence. Il n'y a pas d'autres solutions d'urgence que de trouver ces produits alimentaires là où ils peuvent se trouver. Et M. Akrombesi parle de solidarité, c'est très bien. Si la solidarité peut agir, mais la solidarité, ça veut dire qu'il y a des gens qui en ont quelque part et qui vont remettre ça sur le marché. Je me souviens, en 1976, il y avait un système d'espionnage pour détecter les gens qui avaient les stocks cachés. Parce que ça peut arriver. Peut-être que le produit existe et que les gens cachent leurs stocks pour créer un problème social. Ouais. Et on a trouvé. Et on en a délogé, on a remis sur le marché. Le problème n'est pas d'arrêter bloquer les frontières pour dire que les produits ne sortent pas. Ce n'est pas une alors, solution. professeur Michel Beaucoup, ni d'urgence, ni à court terme, ni si vous devez conclure, vous diriez? Plutôt, au contraire, en importer suffisamment pour passer ce cap difficile. Il faut les importer. Merci à vous, maintenant, monsieur Michel Beaucoup. Peut permettre d'avoir les fonds pour les importer. Et là, je suis dans la même logique que monsieur Akrombesi. Merci, grand merci à vous, oui. Monsieur Aguenon, si vous devez conclure par un appel ou une suggestion, que diriez-vous? Mais nous sommes dans la CEDEAO, nous sommes dans l'UEMOA, il faut la circularité des produits, il faut que les produits circulent. Je crois qu'il faut laisser les produits circuler et être responsable en adoptant une nouvelle politique agricole. Merci, le message est compris, très clair, monsieur Aguenon. Message reçu 5 sur 5. Merci à vous, monsieur Robin Akrombesi, pour la disponibilité et ses contributions. Merci à vous, monsieur Michel Bokor. Nos reconnaissances à vous, monsieur Aguenon, chers téléspectateurs, que vous dit infiniment merci pour la disponibilité permanente. 100% Bénin, ça va être tout pour le numéro du jour. On se retrouvera très bientôt pour notre plateau. Au revoir.